Bien, oui, bonjour à tous. Donc effectivement, une présentation qui est encore un tout petit peu préliminaire du PHRC Nantes-Corps auquel un certain nombre d'entre vous ont participé. J'ai saisi juste l'opportunité d'être là aujourd'hui pour remercier la filière Respifil au nom de la Fondation du Souffle, puisque vous avez vu que l'année dernière, en 2024, il y a eu un appel d'offres financé par la Fondation du Souffle avec, je crois, des personnes qui ont bénéficié de cet appel d'offres sont présentes dans la salle. On espère qu'il y aura un deuxième appel d'offres en 2025. En tous les cas, merci officiellement au nom de la Fondation du Souffle. Donc je reviens sur le sujet. Donc Nantes-Corps, qu'est-ce que c'est? C'est une Nantédanie pour le traitement du Covid sévère. Alors peut-être que certains d'entre vous vont dire « je ne veux plus jamais entendre parler du Covid ». Parce que j'ai eu droit à ça déjà. Donc qu'est-ce que c'est? C'est un essai multicentrique national qui a été monté dans l'urgence, si vous vous souvenez de la période à laquelle on a monté cet essai. C'était vraiment au moment le plus chaud, mars-avril 2020. C'est financé par le PHRC 2020 avec un appel d'offres donc dédié Covid. Et le promoteur est la PHP. Il faut remercier le laboratoire Boehringer, puisqu'ils nous ont donné le nintédanib et surtout ils nous ont donné le placebo. Et à ce moment-là, on était en compétition avec d'autres centres dans le monde. Et le placebo, en fait, ça coûtait extrêmement cher. Donc voilà. Juste pour rappeler où on est, vous voyez ici une courbe qui va de 2020 à 2022. Au moment où on génère l'essai, on est dans le pic, là, le premier pic, le plus haut. Des décès à l'hôpital du Covid, donc on est tous un peu submergés, surtout sur l'est de la France. On ne sait pas très bien ce qui va se passer à ce moment-là. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu déjà deux épidémies de coronavirus par le passé, avec des petits effectifs, une littérature extrêmement réduite, mais qui suggère qu'après un Covid, d'abord, il y a des formes sévères, avec des gens qui meurent, et des gens qui survivent peuvent avoir des anomalies interstitielles, et certains avec de la fibrose. Et donc on se dit qu'on est en train de vivre une épidémie qui peut être l'équivalent de la guerre de 14 et les gaz, et qu'on va avoir une génération qui va avoir une fibrose post-virale. Et à ce moment-là, on se dit peut-être qu'on peut faire quelque chose avec les antifibrosants à notre disposition. Parce que tous, on voit des malades comme ça à ce moment-là, des patients qui ont des atteintes extrêmement sévères, qui survivent et survivent avec des fibroses pulmonaires. Heureusement, il y en a eu moins qu'on le craignait, mais il y en a quand même. Patients les plus sévères, plutôt des hommes, plutôt obèses, qui étaient ceux qui allaient en réanimation, qui ont gardé des séquelles. Alors on a donc généré cet essai thérapeutique. L'hypothèse, c'était que le nintédanib allait ralentir la progression d'une fibrose qui, si elle était induite par le Covid, on était un peu dans l'incertitude, et on ne savait pas en fait si ça allait ralentir la progression ou bien accélérer la réparation. Mais c'est comme ça que ça avait été écrit dans la demande, et puis on avait pris comme objectif principal la fonction en ciblant la CV forcée, parce que ça nous permettait de nous raccrocher à quelque chose pour calculer un nombre d'individus. Ça permettait de se raccrocher à InBuild, puisqu'à ce moment-là, on avait les données de fibrose pulmonaire progressive qui avaient été rendues, qui étaient disponibles. Et ceci permettait de calculer un nombre de patients estimé à 250 patients randomisés en deux bras, de 125 patients dans chaque bras, avec une randomisation 1 pour 1, et des patients suivis sur 1 an. On avait discuté 6 mois ou 1 an, mais c'est l'option 1 an qui avait été prise, en sélectionnant des patients adultes qui avaient tous des anomalies résiduelles sur leur scanner au moins 2 mois après un Covid ayant nécessité une hospitalisation, parce qu'on voulait des patients sévères, et on voulait qu'ils aient tous une preuve du Covid, soit une PCR, idéalement, soit une sérologie. En pratique, 95% des patients inclus avaient une PCR Covid positive. On voulait qu'ils aient encore un scanner pathologique, donc il fallait qu'ils aient au moins 10% de la surface pulmonaire sur le scanner qui soit atteinte au moment de l'inclusion. Et on voulait qu'il y ait également des signes de fibrose, bronchectasie par traction, réticulation, a fortiori rayon de miel.
Et puis donc ils étaient ensuite suivis dans leur centre avec des évaluations spirométriques répétées permettant de comparer la fonction initiale avec la fonction finale et de calculer une pente de modification de la CV. Quand on pouvait, on faisait également la DLCO. Vous voyez, pas trop souvent parce que ça coûte. L'objectif étant de réduire le coût. Le scanner de contrôle était réalisé, mais pas financé par l'essai. Il y avait quelques biomarqueurs qui avaient été prévus, une évaluation formelle de qualité de vie, et bien sûr, il y avait une évaluation de la tolérance. Le critère principal qui avait été choisi, c'était l'évolution de la pente de... Alors on avait écrit déclin de la CV, à ce moment-là on ne savait pas ce qui allait se passer. Vous voyez qu'on avait tablé sur 250 patients, sur 35 centres, un suivi de 52 semaines. Il y avait toute une liste de critères d'évaluation secondaire, je vais passer assez vite, parce qu'on va y revenir ensuite dans les résultats. Alors, le tableau de suivi, je passe aussi pour accélérer. Alors, on a plein de critères de non-inclusion qui nous avaient été imposés par la NSM, qui était en fait, vous prenez le Vidal, vous regardez nintédanib, et vous sortez tout ce qui peut être effet indésirable. Donc, il ne fallait pas que les patients soient hémorragiques, qu'ils n'aient pas d'hépatopathie. Nous avions bien sûr sélectionné les patients qui n'avaient pas d'atteinte pulmonaire fibrosante préexistante. Là-dessus, je passe. Alors, finalement, l'étude n'a pas inclus 250 patients comme espéré. Vous avez les courbes d'inclusion. Ça commence en novembre 2020, ça s'arrête en octobre 2022. Vous voyez que ça monte progressivement avec une tendance au plateau. Et en octobre 2022, au moment où on arrête, il y avait moins d'un patient par mois dans le dernier mois qui avait été inclus. Donc on a décidé d'arrêter les inclusions. On a donc inclus au final 135 patients dans 2 bras, avec 66 patients dans le groupe nintédanib, 69 patients dans le groupe placebo. Vous avez le flowchart ici. Il y a des patients qui ont refusé d'être inclus dans l'étude. Il y a un patient qui avait un critère d'exclusion. Et puis, il y a 4 patients qui ont été inclus, soit parce qu'ils n'avaient pas finalement été randomisés, soit parce qu'ils avaient des critères de non-inclusion. Alors, à quoi ressemblent ces patients quand ils sont randomisés? Vous voyez que c'est des patients qui étaient relativement âgés, puisqu'ils avaient 64 ans. Il y avait une prédominance nette d'hommes, pratiquement 3 hommes pour une femme, en léger surpoids. La plupart d'entre eux, vous le voyez, 97% avaient une PCR positive pour le Covid. Donc le fait que la sérologie a finalement été utilisée comme critère dans une minorité de patients. Au moment, sur le scanner d'inclusion, ils ont une étendue des anomalies interstitielles qui est importante, environ 30%. Cette étendue des lésions était estimée par l'investigateur. Il n'y a pas eu de relecture centralisée des scanners. On a leur CV, leur DLCO à ce moment-là. Vous voyez qu'ils sont finalement très malades, avec une CV à 72% en moyenne, une DLCO aux alentours de 48%. Ils sont très restrictifs. Et seulement 12% à ce moment-là sont encore sous oxygène. Au moment où ils sont inclus en moyenne 3 mois après l'hospitalisation pour le Covid. Quand on s'intéresse à la maladie qui les a conduits dans cette situation, on voit que c'est des patients qui ont été D'abord, ils ont été pratiquement tous sous oxygène, avec des débits qui étaient variables, mais 50% ont eu de la ventilation non invasive, plus de 60% ont eu de la ventilation mécanique, pratiquement un tiers ont été trachéotomisés. Donc c'est des patients dont on voit qu'ils ont eu une histoire compliquée. Vous voyez qu'il y en a 90% qui avaient reçu des corticoïdes au moment de leur Covid aigu. Les autres traitements, je n'ai pas les données ici, mais les autres traitements sont disponibles et ils ont fait des complications avec des pneumonies nosocomiales, etc. Alors, le primary endpoint est strictement négatif. Vous avez ici l'évolution de leur capacité vitale au cours du temps. On peut l'analyser de toutes les façons qu'on veuille, en intention de traiter. Enfin, bon, premièrement, le message qu'on voit sur cette courbe, c'est que la CV va s'améliorer avec le temps.
qu'elle s'améliore plus vite dans les 6 premiers mois et qu'ensuite on a un plateau. Vous voyez qu'en valeur absolue, la variation n'est que de l'ordre de 250 ml d'amélioration avec un plateau à partir du 6e mois. Il n'y a pas de différence dans la cinétique d'évolution des deux courbes. On n'a pas l'impression qu'un des groupes s'améliorerait plus vite que qu'on aurait pu espérer. Donc, analyse négative. Alors, on a regardé un certain nombre d'endpoints secondaires. Je ne donne pas ici toutes les données, mais sur cette figure, vous voyez que la DLCO s'améliore également, mais elle s'améliore de façon comparable dans les deux groupes. L'étendue des lésions au scanner s'améliore également. Vous voyez que la variation elle est de l'ordre de 10% de changement. Je vous rappelle qu'à l'entrée, ils ont pratiquement 30% de leur surface pulmonaire qui est malade, donc ils gagnent 10%. Ce scanner-là a été fait à 6 mois. Le Saint-Georges s'améliore, mais de façon comparable. Et si vous regardez la dernière colonne, il y avait une autre façon d'apprécier la qualité de vie qui était le K-Build, qui s'améliore également, mais il n'y avait pas de différence. Alors ce qui est étonnant, c'est si vous regardez au milieu, on avait un score d'anxiété-dépression, et lui par contre ne bouge pas. C'est-à-dire que c'est des patients qui étaient anxieux, fatigués quand ils sortent de cette séquence, puisqu'en moyenne ils sont 3 mois après leur hospitalisation, après l'entrée à l'hôpital. Mais visiblement, il reste anxieux et un peu dépressif. Autant qu'on puisse l'apprécier avec ce score. Et la dernière colonne que vous voyez à droite, c'est un score de toux de l'université de Leicester. Et c'est des patients qui toussaient un peu, mais ils ne toussent pas moins à la fin. Quoi qu'il en soit, aucune différence dans aucun des critères qui a été évalué à ce stade. Et on avait quelques données biologiques qui étaient testées également, CRP, NT-proBNP, D-dimer, elles vont évoluer dans les deux bras de façon comparable. Là encore, il n'y a rien qui apparaît. On a les dosages de KL6 qui n'ont pas encore été réalisés à ce stade. Pour ce qui est de la tolérance, je dois dire qu'il faut qu'on continue l'analyse avec la biostat de l'URC de Bichat. Et je ne peux pas dire de choses très significatives. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il n'y a pas eu il y a eu un cas d'arrêt pour saignement, qui était pratiquement le deuxième malade randomisé. Ensuite, il n'y a plus de sujet là-dessus. En conclusion, l'administration de nintédanib en moyenne 3 mois après un Covid sévère ayant nécessité une hospitalisation ne modifie pas la fonction respiratoire à 12 mois par rapport au placebo. Ça modifie pas non plus la cinétique d'évolution. Vous voyez que ça ne change pas non plus les scores de dyspnée de qualité de vie, qui s'améliorent de façon comparable. Pas de modification des scores de toux et d'anxiété, de dépression. Et globalement, il n'est pas apparu d'effets indésirables inattendus dans ce contexte, mais là encore, il faut qu'on aille plus dans les détails. Alors, comment on se compare avec ce qui est publié ? Eh bien, il y a un essai pirfenidone qui vient d'être publié dans le European Respiratory Journal il y a quelques mois, qui, lui, a été conduit sur 6 mois seulement, avec une randomisation 2/1 de patients pirfenidone pour un patient sous placebo. Il y avait près de 100 patients randomisés. Ils étaient évalués 30 à 90 jours après une hospitalisation pour pneumonie sévère. Vous voyez qu'ils s'améliorent aussi, et ça c'était le critère principal, c'est la CV. Ils améliorent leur CV, mais il n'y a pas de différence entre les deux bras. Et il n'y a rien d'ailleurs quand on lit les autres critères qui fassent de différence, et notamment ils ont regardé également le scanner. Il était présenté à l'American Thoracic Society cette année sous forme d'abstract, l'essai ANDCOV 1, qui était un essai américain multicentrique, qui regardait le nintédanib comme dans Nintécor, avec 103 patients randomisés 1/1. Alors malheureusement, on n'a les données que de l'abstract. On a du mal à savoir quel est le degré de sévérité des patients. Ce n'était pas bien décrit dans l'abstract. Tout ce qu'on a, c'est une figure qui montre l'évolution de la CV. Vous voyez que là, c'était sur 6 mois. On observe une amélioration de la capacité vitale, comme dans Nintécor, mais pas de différence de cinétique entre les deux bras, et il ne rapportait pas d'éléments de safety particulier à ce stade. Donc globalement,
Je n'ai pas repris, bien sûr, les données rétrospectives, petites séries. Il en a un certain nombre dans la littérature, mais je pense qu'on va avoir 3 essais thérapeutiques randomisés contre placebo qui suggèrent qu'en tous les cas, dans une pneumonie sévère post-virale, telle que ce qu'on a observé dans le Covid, l'administration d'un antifibrosant, qu'il s'agisse de la pirfenidone ou nintédanib, n'est pas délétère, mais n'est pas bénéfique, et donc n'a pas apporté d'un intérêt ici. Et ceci sera présenté par Guillaume Beltramo à l'ERS en communication orale. Guillaume a fait une mobilité à Bichat, et c'est lui qui sera responsable de la publication finale de l'article au nom de l'ensemble des participants. Je suis passé sur la diapositive qui comportait les participants, et je vais juste y revenir pour remercier tout le monde. C'était une période difficile, c'était un effort considérable de chacun. Vous voyez qu'il y a des centres, j'ai mis en dessous de la courbe, vous avez les différents centres qui ont participé. Il y a des centres qui ont inclus un seul malade, et je les remercie, parce que c'est 1 plus 1 plus 2 plus 3 qui à la fin a fait qu'on a 135 malades, ce qui est le plus gros essai. Vous avez vu, les autres sont à 100, et avec des centres plus ou moins gros, des centres qui sont des centres de référence maladies rares, d'autres qui ne le sont pas. Et donc vraiment merci à tous pour l'effort, encore une fois fait à un moment très particulier. Merci. Merci Bruno pour ces très beaux résultats, très intéressants. Très beaux, je ne sais pas, mais intéressants. Si, ils sont très importants. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, je voulais dire que c'est remarquable. Je trouve que les figures sont super claires, en fait, et on a des résultats, au moins. Donc, il y a une réponse, il y avait une question, il y a une réponse qui est très, très claire. On est prêt s'il y a une autre pandémie, on n'espère pas. Et j'allais poser une question sur comment tu vois les différences par rapport à la pirfenidone, mais tu as déjà répondu. Est-ce que tu peux revenir un peu sur l'évaluation de l'extension de la fibrose au scanner ? Parce que c'est un truc qui est très d'actualité dans les essais fibrose. Comment vous avez fait ? Est-ce que tu ferais différemment à l'avenir s'il y avait un autre essai ? Alors, premier point, nous n'avions pas le budget nécessaire à faire quelque chose qui paraît d'une simplicité totale, c'est-à-dire récupérer les scanners, les faire analyser de façon centralisée. On m'avait les coûts, enfin à ce moment-là, ça n'a pas été possible. J'avais demandé de l'argent par ailleurs à d'autres qui n'ont pas souhaité financer ça. C'était juste l'investigateur et qui, dans son centre, mesurait l'étendue. Et donc, on sait quelle est la reproductibilité de ça. C'est pas très bon. Mais vous avez vu quand même que c'était assez proche dans les 2 bras. La randomisation, finalement, permettait de faire que ça soit relativement homogène. On avait écrit dans le protocole que nous récupérerions les scanners quand ce serait possible, et pour faire une analyse automatisée avec des outils d'analyse d'images. Bon, ça n'a pas été fait pour des questions financières, mais je pense qu'on peut encore le faire parce que les scanners existent. Alors ensuite, c'est vrai qu'on s'est limité à extension des lésions. On n'a pas demandé à faire une analyse spécifique des signes de fibrose. Enfin là, ça devient encore plus compliqué parce que là encore, on sait qu'on perd encore. Voilà, donc si je devais le refaire, je demanderais qu'on mette le scan sur un CD, qu'on me l'envoie par la poste, et puis et sans le dire à personne. Mais voilà, ça n'a pas été fait comme ça. Une autre question, Marc ? Oui, merci Bruno. C'est vraiment important, et je voulais insister sur une chose, c'est qu'au niveau du centre de référence de l'hypertension pulmonaire, on insiste pour la publication de toutes les initiatives de recherche. Et j'étais au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche dans un groupe de travail sur la transparence des données en santé. Et en France, beaucoup d'études cliniques ne sont pas publiées. Et il y aura bientôt des sanctions vis-à-vis des personnes qui ne publient pas leurs données. Donc là, bravo. Les données négatives sont très importantes pour les guidelines, sont très importantes pour la connaissance scientifique. Et là, il y a quand même aussi le bras contrôle qui montre l'histoire naturelle. C'est ce qu'a évoqué Vincent. Et avec beaucoup de mauvaises informations dans la littérature actuellement disponible. Donc, si vous faisiez une méta-analyse des bras contrôle de toute l'étude, de toutes les 3 études, ça pourrait être aussi très intéressant. Mais félicitations. Ouais. Merci, oui, c'est une excellente idée. Il faudra attendre que... Alors, l'essai américain, il doit être soumis quelque part, je ne l'ai pas vu encore, j'ai encore vérifié hier soir.
Et nous, je dois dire que, je ne sais pas s'il y a un représentant d'URC ici, je dois dire qu'on n'a pas été absolument totalement aidé à la hauteur de ce que cette étude aurait mérité. Et en fait, on était largement en avance par rapport aux Espagnols. Mais on en est encore à faire des analyses. Et Guillaume, je ne sais plus où il est, Guillaume, il est dans la salle, je sais. Guillaume a vu, comme c'était dur, de travailler avec certaines unités de recherche clinique. Voilà. Mais on ne peut pas choisir nos URC. Donc. Merci Bruno. Bon, c'est des données extrêmement importantes. Juste un commentaire pour les scanners, parce que je pense que pour les prochains, et ça sera le même souci, je pense que financer dans les PHRC, les scanners, c'est extrêmement difficile. Donc c'est vrai que c'est très difficile de contourner un petit peu le système. Je voulais juste dire que pour ERAS, PHI, OPD, c'est pareil, les scanners n'avaient pas été pris. On a pris le parti, il y a un petit flou. Il y a un petit flou de demander systématiquement de les récupérer, de les anonymiser une fois qu'ils arrivent chez nous. Mais même le transfert anonymisé, c'est compliqué. Donc ça fait plein d'étapes un peu compliquées. Donc ils sont transférés chez nous avec le nom et anonymisés après sur Bicêtre. Et on essaie de les récupérer au fil de l'eau. Mais c'est vrai que ce problème-là, ça donne des coûts... je ne sais pas comment ça peut être des coûts aussi importants, mais ça rajoute une ligne de budget de mettre ça, de plusieurs... c'est pas des dizaines de milliers d'euros, mais plus que des dizaines de milliers d'euros. Donc je ne sais pas à quoi répond ce coût de les récupérer sur un PAX. Mais bon. Par ailleurs, j'ai des collègues qui m'ont expliqué qu'effectivement, dans leur hôpital, il était impossible de faire ça s'il n'y avait pas eu un accord, une convention écrite. Donc, ouais, non, mais on avait dit, hein, un quart d'heure, on se faisait virer, quoi. Vous pouvez répéter la question ? Il y a des CHU qui demandent une convention écrite pour pouvoir récupérer 4 scanners. Ok. Donc là, tu n'y es pour rien, c'est pas le radiologue, parce que souvent les radiologues, ils sont d'accord pour... On a quand même les réseaux de transfert d'images ortif, tout ça, qui fonctionnent pas mal, qui peuvent être centralisés après sur des... Ça, c'est quand même assez simple. Hein. Moi, j'ai des collabs qui vont fonctionner comme ça. Avec, La seule difficulté, c'est que si on passe par les URC et par Ah bah ouais, bonjour, 15 000. Voilà. Si on passe par localement chaque équipe et chaque radiologue, généralement, on les envoie assez gentiment. Il faut quasiment dire qu'on a discuté le dossier, ce qui est parfois le cas, donc dire que c'est pour un dossier qui est discuté, on peut les récupérer. Mais si on passe par les URC, effectivement, ils vont facturer à chaque s'il y a 27 centres, par exemple, dans l'hypertension pulmonaire, c'est 27 fois 15 ou 20 000 euros. Ton problème, c'est plus l'anonymisation en amont? Non, c'est le fait de ne pas payer. Parce que simplement, quand le coût arrive dans le PHRC, bah, ça saute. Et je pense que c'est ce qui a été dit pour Nintecor, ce qui a été dit pour ERAS et pour les futurs. Et donc, c'est très difficile, alors que c'est un coût, finalement, qui est juste du transfert d'images, mais que les URC vont financer, demander 10, 15, 20 000 euros par centre pour parfois 4 ou 5 transferts d'images, ce qui n'est pas raisonnable. Ça prend tout le budget des PHRC. C'est un problème. Et pour peu que tu aies en plus une collab avec une INRIA, enfin avec l'INRIA ou avec autre chose, c'est pareil. Là, tu rajoutes aussi... donc du coup, on en reparlera, mais j'ai pas forcément de solution comme ça. Hein. On pourrait s'étendre là-dessus en disant en plus les collaborations internationales, c'est un enfer, quoi. Les transferts de données aussi, je sais pas, ouais. Sur les US par exemple. Ok, merci beaucoup. Merci.